Olivier, bonjour. Bonjour Vincent. Alors nous allons parler des devises aujourd'hui et plus particulièrement, pour commencer, du dollar face à l'euro. Le dollar s'est déprécié ces derniers mois face à la monnaie unique. Est-ce que selon vous, il a touché son point bas ou est-ce qu'il va continuer à se déprécier? Non, il a probablement touché son point bas. On a vu un 28 sur l'eurodoll récemment. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles qui ont impacté l'euro. On a eu quand même des élections en Italie qui ont consacré deux partis qui sont plutôt europhobes. Et comme d'habitude, il y a eu une impasse totale sur le résultat des élections. Personne n'en a parlé. On a l'impression que c'est un non-événement, un non-event total, alors que, bon, après, bien sûr qu'on peut toujours dire ça se passera bien, en fait. C'est peut-être aussi parce qu'on a été échaudé, parce qu'on avait annoncé, par exemple, l'éclatement de l'euro avec la Grèce. Finalement, les Grecs sont restés. Non, mais tout à fait. Là, c'est une coalition. Certains, donc le M5S, a mis un peu d'eau dans son vin. Alors, est-ce que c'était pour gagner les élections? C'est possible aussi. On va voir ce que ça va donner derrière. La seule chose qu'on peut dire, c'est que à chaque élection, il y a une hausse des partis eurosceptiques ou europhobes. Et qu'à un moment, il va probablement quand même se passer la chose suivante, c'est qu'on va avoir des négociations qui risquent de mal se passer. Là, on va avoir des négos entre Bruxelles et le nouveau gouvernement italien, où il peut y avoir des moments de tension. S'il y a des moments de tension, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les taux vont monter en Italie, qu'aujourd'hui, les Italiens, avec la dette qu'ils ont et le nombre de dettes pourries qu'ils ont dans les banques, je vous rappelle qu'il y a 360 milliards Et c'est vraiment ça le sujet pour vous? C'est l'état des banques italiennes, en fait? Aujourd'hui, ça peut être un sujet. Ça peut être un sujet politique. Mais enfin, aujourd'hui, il faut bien se dire que si le gouvernement italien montrait son désir de sortie de l'euro, ce serait quand même assez étonnant, mais pourquoi pas? Et il y aurait une défense à tout crin de Bruxelles et de ses fonctionnaires non élus, je vous le rappelle, et qui sont une pure mafia. Donc ça va être très long et ça va pas arriver comme ça. Mais en revanche, vous avez quelque chose qui risque d'arriver à tout moment, c'est en effet un gros pépin bancaire. Si vous avez un gros pépin bancaire et que vous avez alors blocage des banques, fermeture des banques, contrôle des capitaux à la frontière, etc. Moi, j'ai fait un papier récemment où je disais attention, parce que si jamais ça arrive dans des banques italiennes, on sera obligé de fermer toutes les banques en Europe. Est-ce que vous pouvez nous redonner quelques chiffres pour qu'on ait bien en tête la situation des banques italiennes? 360 milliards de dettes pourries dans les banques italiennes, hein, ce qui fait quand même un peu plus de 24% du PIB de mémoire. Là-dessus, vous avez un peu plus de 200, entre 200 et 250 milliards de dettes dont on sait que ça vaut zéro, vraiment zéro. C'est-à-dire que ça ne sera pas récupéré à 10 ou à 15, ou vendu à 10 ou à 15 ou à 20%. Ça vaut zéro, donc c'est totalement irrécupérable. Et ça représente quand même plus de 10% du PIB italien. Qu'est-ce qu'on fait? Le problème, il est toujours le même, si vous voulez. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a réussi à ne pas faire ce qui a été prévu par l'Europe, c'est-à-dire un bail-in. Pourquoi? Parce que c'est un peu le... Alors, bail-in, on va... Voilà, c'est un peu le bouton nucléaire, si vous voulez. C'est-à-dire que, rappelez ce que c'est qu'un bail-in. Depuis le début, depuis 2008, on fait ce qu'on appelle des bail-out. Les bail-out, en gros, c'est nationaliser la banque et donc faire payer les pertes par le contribuable. Bon, ça, on l'a fait, on continue à le faire d'ailleurs, parce que finalement, c'est
entre guillemets, le plus indolore. Et puis, il y a le bail-in. Le bail-in, en gros, c'est si jamais la perte est tellement importante que l'État ne peut plus la prendre sur lui, on fait payer la perte par les actionnaires, les créanciers et les déposants. Et donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire tout simplement que vous êtes obligé de fermer la banque. Parce que sinon, évidemment, tout être normalement constitué va aller sonner à la porte de la banque pour récupérer ses sous. Donc, c'est ce qu'on appelle un bank run. Et pour éviter ce bank run, vous fermez la banque. Mais vous ne fermez pas que la banque en question. Vous êtes obligé de fermer toutes les banques du pays et au-delà. C'est-à-dire que si vous vous réveillez un matin et qu'en lisant la presse, vous apercevez que toutes les banques en Italie sont fermées et qu'il y a un contrôle des capitaux aux frontières de l'Italie, si vous avez aussi un tout petit peu de raisonnement après votre café, qu'est-ce que vous faites? Vous foncez à votre banque et vous retirez votre argent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où il y a un bail-in en Italie, accompagné d'une fermeture de la banque en question, eh bien vous aurez fermeture très probable dans toutes les banques de la zone euro. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous êtes bloqué dans votre banque, vous ne pouvez pas sortir votre argent, vous ne pouvez pas disposer de votre argent. Il y aura un fonctionnaire qui va dire « je vous accorde le droit de tirer 200 € par semaine pour aller faire vos courses ». Ça, le problème, c'est que ensuite, vous ne pouvez pas les rouvrir comme on le dit 5 jours plus tard, etc. Parce que 5 jours plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Un bank run? Eh bien, vous aurez un bank run, c'est-à-dire que tout le monde va aller sortir son argent. Donc, ça veut dire que c'est une mesure qui va durer dans le temps. Et donc, c'est pour ça qu'ils hésitent évidemment à pratiquer ce genre d'exercice, mais vous aurez immanquablement, à un moment ou à un autre, quelque chose comme ça qui va sortir. Pourquoi? Parce que les pertes vont être beaucoup plus importantes que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Quand vous avez une perte dans une banque qui a 50 milliards de fonds propres, quand vous avez une perte de 5 milliards, ça fait 10% des fonds propres, ça fait mal, mais vous pouvez l'absorber. Vous pouvez l'absorber. Et au niveau national, vous pouvez l'absorber. Mais je vous rappelle que il y a eu 3 banques italiennes, dont 2 absolument inconnues au bataillon, qui étaient 2 banques vénitiennes, et plus Monte dei Paschi, et ces 3 banques-là représentaient un total de 24 milliards d'euros. 24 milliards d'euros, c'est 1,4% du PIB italien. Alors bon, on peut toujours dire « ah bah oui, mais ça va bien se passer ». Oui, d'accord, ok. Mais je pense que vous pouvez vous asseoir tous sur les 100 000 € de garantie, parce que ça ne sera pas le problème. Je reviens à la parité euro-dollar. Finalement, ce que vous nous dites, c'est plutôt que l'euro va baisser face au dollar que l'inverse. Ben, il y a un risque, alors il y a un risque de baisse de l'euro, il y a un risque d'éclatement de l'euro, et puis vous avez surtout, alors le problème des monnaies, et c'est bien pour ça que c'est difficile de dater les choses, si vous voulez, c'est qu'il faut qu'il y ait un événement pour qu'il y ait une perte de confiance. La monnaie, c'est uniquement un contrat de confiance, d'accord? Donc les gens continuent à s'échanger sur la base du taux de change actuel parce qu'ils pensent que l'État en face d'eux est raisonnable, ce qui est assez curieux qu'ils le pensent encore, mais bon, pourquoi pas. Et pour inverser cet état d'esprit, il faut qu'il y ait quelque chose de grave qui se passe, si vous voulez. C'est pas tout d'un coup, ils vont pas se réveiller un matin en se disant « ben non, l'euro vaut rien ». Donc, il faut qu'il y ait quelque chose de grave qui se passe. Alors, ça peut être soit un événement politique, soit une faillite bancaire, soit aussi une autre chose que je donne depuis plusieurs mois en disant « attention, vous avez des Chinois qui aujourd'hui manœuvrent sur le marché de l'or en achetant absolument tout l'or qui se présente à eux. » Et pour vous, ils ont une arrière-pensée. Alors, ils ont une arrière-pensée parce que je ne vois pas les Chinois faire ça juste pour le plaisir de collectionner, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il faut voir les montants. C'est-à-dire que là aussi,
Il y a ce qu'on sait, ce qu'on connaît, ce qui est déclaré, c'est-à-dire le World Gold Council qui déclare que la Chine a acheté 250 tonnes pour mettre dans ses réserves. Et puis, il y a la réalité. La réalité, c'est que la Chine, aujourd'hui, est le premier producteur mondial. Ça fait 460, 470 tonnes par an. Vous avez en plus ce qu'elles importent directement de Suisse, aux alentours aussi de 430, 450 tonnes, et vous avez ce qu'elle importe de Hong Kong, 700 et quelques tonnes. Donc si vous faites le calcul, on n'est déjà pas à 225, parce que ça m'étonnerait tout de même que tout ça serve à faire des bijoux. Et ça, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire que vous avez aussi tout ce qu'ils achètent sans le déclarer. Officieusement. Et la finalité, donc, ça veut dire quoi? C'est créer une devise. Alors, c'est probablement créer une devise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit les Russes qui achètent aussi de l'or à tour de bras. On voit les Russes qui achètent de l'or. On voit les Chinois qui achètent de l'or. On voit qu'ils commencent déjà à faire ce qu'on a appelé le contrat en pétro-yuan, c'est-à-dire payer leur pétrole en yuan qui est convertible en or. Et on peut se poser la question, en effet, de savoir si les Chinois ne vont pas mettre en place une monnaie qui serait concurrente du dollar, qui serait basée et convertible entièrement en or. Le jour où ils sortent ça, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui risque de se passer? Si on suit votre raisonnement, on se dirait, finalement, le dollar va s'en trouver affaibli parce qu'il a un compétiteur. D'abord, je pense que les premières monnaies qui vont être affaiblies, c'est les monnaies les plus faibles. Les plus faibles et les plus mal constituées ou qui ne reposent sur pas grand-chose. Moi, je mettrais plutôt l'euro et le yen aussi. Et ensuite, vous avez sur le dollar, alors ce qui est complètement contre-intuitif, mais vous vous dites oui, le dollar forcément souffrira de ça. Il souffrira, c'est clair, mais probablement beaucoup moins que l'euro ou que le yen, pour une bonne et simple raison, c'est que le dollar est l'actif aujourd'hui le plus liquide au monde. Or, la liquidité, ça a un prix. Et ça a un prix très élevé en cas de problème. Et on l'a vu systématiquement, même s'il y a de la dédollarisation dont on parle, parce qu'il y a des swaps de devises entre certains pays. Aujourd'hui, le seul actif sur lequel vous pouvez vous porter instantanément sur des sommes colossales, c'est le dollar. C'est pas autre chose. Donc, c'est pas le franc suisse, c'est pas la couronne norvégienne, si vous voulez, même si j'aime bien ces devises, parce que il n'y a pas eu de quantitative easing dessus ou autre. C'est vrai que ce sont des devises refuges, mais ça n'empêche qu'il n'y a pas la liquidité dessus pour aller réellement se porter dessus s'il y a un problème sur les autres monnaies. Et donc, c'est quelque chose que vous pouvez avoir, mais quelque chose que vous pouvez avoir à la marge. Mais alors, quand on achète du dollar, parce que si on suit votre raisonnement, il faut détenir tout de même dans ses actifs du dollar. Oui. On achète de la dette, en tout cas. On achète de la dette US. On peut acheter de la dette US parce que là aussi, on est sur un espèce de consensus qui vous dit les taux vont continuer à monter, etc. Et donc, il ne faut pas aller sur les taux. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, je pense qu'on a fait là aussi, on a fait un plus haut sur les taux à 10 ans américains, à 3%. Aux environs, on n'a pas touché 3, on a été juste en dessous. On est sur des niveaux qui ne sont absolument pas tenables. Au regard de la dette des États-Unis. C'est ça que vous voulez dire. Par ça, toute la croissance qu'ils ont faite, c'est sur la dette. Donc, on ne va pas me faire gober qu'on va faire monter la dette à 6%. Si la dette est à 6% avec le taux de dette qu'ils ont, ça ne fonctionne plus, ils sont en récession, donc ils ne le feront pas, et ils ne le feront pas aussi pour des raisons que aujourd'hui, les banques centrales et les fonds de pension américains et tout le système bancaire américain ne pourra pas supporter une poursuite de la hausse des taux. Donc, à ce moment-là, vous verrez que tous les pays, parce que
tous les banquiers centraux feront la même chose. Aujourd'hui, ils sont market dépendants, je l'ai dit plusieurs fois ici, ils ne sont plus data dépendants, ils sont market dépendants. Si les marchés se cassent la figure, ils viendront pour injecter des liquidités, et c'est ça qui probablement représentera le rebond du chat mort, qui fait que vous aurez une phase de hausse parce que tout le monde se réjouira d'avoir des liquidités sur les marchés d'actions, oui. À qui on veut. Et une baisse des taux concomitamment. Et puis derrière, vous aurez un effondrement parce que vous aurez un effondrement des monnaies. Sur les marchés d'actions. Et sur le reste aussi. Oui. Olivier, merci.